Bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 19 juillet 2021. Nous sommes de retour le lundi après quelques passages par la case du jeudi. On espère que vous allez bien. On va avoir trois thèmes principaux sur le podcast du soir. On va d'abord revenir sur les deux premiers matchs amicaux contre Le Mans et Chambly. On va pas passer toute l'émission dessus, on va pas mentir, mais on va en parler un petit peu. Ensuite, on parlera de l'arrivée de Donnarumma qui a été officialisée, puisqu'on avait à peine commenté la rumeur quand elle était sortie, au moment où c'était déjà pratiquement fait, puis on n'en avait plus parlé. Donc on va commenter un peu cette arrivée qui est quand même non négligeable. On parle du meilleur joueur du dernier Euro, c'est pas rien. Et on fera ensuite le tour un peu de toutes les rumeurs du moment autour du PSG, les Correa, Pogba, Kamavinga, etc., etc. Donc on va passer un peu tout ça en revue. On est 5 et pas 4 ce soir, parce que dans le podcast, il y en a qui font pas leur devoir de vacances, qui ne regardent pas les matchs amicaux, donc il a fallu aller chercher le remplaçant numéro un. Donc on va commencer par lui. Bonsoir à toi Titi. Là, je l'ai Bonsoir. perdu là. Non, je suis là, bonsoir. Bon, bonsoir, ça me fait très plaisir de t'avoir. Normalement, les autres sont là, les cancres du match amical. Bonsoir Mathieu. Salut à tous. Non, j'ai pas vu de football depuis le dimanche 11 juillet à 23h54, malheureusement. Je me suis arrêté là. Tu n'as pas perdu grand-chose, on va le dire honnêtement. L'ami Simon, normalement, est là aussi. Salut les amis et merci à Titi de regarder des matchs horribles sur ses heures de bureau. Voilà. Et normalement, Omar aussi est là. Bonsoir à tous. Moi, j'ai regardé PSG Chambly. J'ai souscrit au pass pour la grandeur du Paris Saint-Germain. Donc, je tiens à le reconnaître. Je tiens à le dire, je ne suis moins un cancre que les autres. C'est bien. Eh bien, écoute, tu as affaire à une personne qui a souscrit à PSG TV et vu que ça marchait pas, à Twitch également. Voilà. Ah, mais c'est toi le patron aussi. Ah, c'est génial. Et, en Théo plus- qui avait souscrit à Mediapro en premier, donc il s'y connaît. Ouais, et le pire, c'est on peut vous en parler. Moi, j'avais payé à l'année d'ailleurs. Ah, bravo. Un visionnaire. Un visionnaire. Mais je dois avouer que j'ai même pris PSG TV à l'année, les 10 balles, et 5 balles sur Twitch dans les 20 minutes qui ont suivi. Donc si vous voulez savoir qui paye le salaire de Sergio Ramos, c'est en grande partie moi pour les prochains mois. Bref. Vous voyez aussi que la vente de livres, ça marche bien. Ah, Faites des livres, vous serez riche. Je peux vous dire que bon, le petit il a pas mangé depuis les matchs amicaux, mais bon, tant pis. Comme ça, il fallait regarder le PSG, il fallait regarder. Hein. Bref. Donc, on va commencer par le plus intéressant des deux, peut-être. Enfin, d'abord, on a joué donc contre Chambly. Non, contre Le Mans. Ça commence bien. Même si je vous mets la fiche de Chambly sur le site, sur la vidéo. Donc oui, on a commencé victoire 4-0 contre Le Mans. Les buts avaient été inscrits à ce moment-là par Mauro Icardi, il me semble, pour commencer. Garbi, Fadiga et Simons avaient ensuite marqué 2 buts en fin de match. Voilà. Ensuite, on a joué samedi dernier à 11h de nouveau, toujours au camp des loges, toujours à huis clos contre Chambly donc. Ouverture du score de Icardi à la 21e sur un penalty, provoqué par Garbi d'ailleurs, d'un bon déplacement depuis le côté vers l'axe. Ensuite, égalisation de Chambly sur une très belle boulette de Sergio Rico. Le PSG avait repris l'avantage sur une belle action des jeunes Garbi et Simons. Enfin, Simons initie, Garbi relaie, puis le retrouve en profondeur et Simons marque. Un nouveau but pour le jeune néerlandais. Et Doucouré a égalisé pour Chambly dans les toutes dernières secondes sur un corner un peu bafouillé par notre ami Serge Rich, qui n'est pas très très inspiré en ce moment. Parmi les deux qui ont regardé un peu les matchs, qu'est-ce que vous voulez retenir de ces deux premières rencontres amicales donc Titi et Omar, pour pas citer les deux bons élèves du podcast, où je fais un pouls du podcast, un pouls de l'amical. Je peux me lancer si vous voulez. Allez, on va faire le pouls de Wow, l'amical. un petit coup de l'amical, Philo. Le pouls de l'amical, déjà, j'avoue que ces rencontres à huis clos, au camp des loges, diffusées dans des conditions, on va dire, un peu artisanales, je trouve que ça a un rendu qui fait pas vraiment rêver. Dans le même temps, là, j'ai regardé peu de temps après. Il y a beaucoup de clubs qui font des matchs amicaux dans leur centre d'entraînement. Je suis notamment tombé pour suivre Moïse Kean. Je suis allé voir le résumé de Everton contre je sais plus quel club. Ça fait déjà beaucoup plus sérieux. Donc, on va dire que le rendu visuel fait pas du tout envie, c'est assez pénible à suivre. Le commentateur de PSV TV qui est tout seul, il nous fait, il parle parfois un peu de tout sauf du match, donc c'est un peu bizarre à suivre, c'est pas très agréable. Et je trouve
le rendu en fait, un peu collectif, je suis un peu déçu honnêtement. Alors j'en attendais pas grand-chose et tout, mais je trouve que dans le rendu collectif, le rendu offensif, par exemple, dans les 2 matchs, j'ai ressenti un peu la même chose alors qu'on semble pas trop savoir ce que cette équipe veut faire avec le ballon, qui est un peu un thème qui datait déjà de l'année dernière. On savait pas trop comment le PSG voulait attaquer, si ce n'est que Mbappé faisait des miracles. Je trouve que ça se sent un peu sur ce début de saison. Alors attention, je sais que ce sont des matchs amicaux. Je sais que c'est joué par des équipes très jeunes, par des équipes complètement alternatives avec du bricolage dans tous les sens. Donc je leur jette pas trop la pierre. Mais je trouve que, contrairement à ce qu'on pouvait voir par exemple à l'époque de Laurent Blanc, qu'on a pas mal critiqué, mais pour le coup, il y avait un vrai style de jeu. Je trouve qu'en fait, on sent pas le style de jeu avec le ballon. Sans le ballon, on le ressent plutôt bien. Par contre, le pressing très agressif, pardon, la volonté d'aller chercher haut sur le terrain notamment, ça on ressent déjà. Mais j'avoue que dans la façon d'attaquer, en fait, je comprends pas trop où est-ce qu'on veut en venir. Alors après, comme je l'ai dit, c'est un début de saison. On voit quand même qu'on joue toujours en 4-2-3-1. Enfin, on a essayé 4-4-2, ça a duré 20 minutes. Après, on est repassé 4-2-3-1. Un semblant de parfois 4-3-3, voilà. Mais comme on me dit sur live, ouais, c'était assez pauvre collectivement. Faut le dire. J'ai rarement eu autant de peine à finir le deuxième match amical, autant de peine à finir un match que celui contre Chambly. Et je peux vous dire, j'ai pas vu que des matchs de Celui-là, haut niveau. c'était le pire. Celui contre Chambly, la deuxième mi-temps était vraiment dur à suivre, je trouve. Les joueurs sont fatigués, on voit que Sebastiano Pochettino est en train de les massacrer littéralement au quotidien. Bah, d'ailleurs, Maurizio, donc le père, est entraîneur, hein, je vous le rappelle, puisqu'il est toujours là, a quand même déclaré oh, bah, ils étaient déjà crevés avant la rencontre. Donc bon, bah voilà, on peut pas attendre grand-chose, mais je trouve qu'un peu dans l'expression collective de notre jeu, c'est un peu dur à comprendre où est-ce qu'ils veulent aller pour l'instant. Après, je le sais très C'est bien. fouillis. Ouais, voilà, ça fait un peu fouillis, mais j'attends de voir un peu les prochains matchs. Et bon, ça va aller en théorie de mieux en mieux. On va voir des équipes peut-être un peu moins, comment dire, un peu moins alternatives, un peu plus avec des joueurs confirmés, même si pour l'instant, il y en a quand même pas mal qui n'ont pas joué la moindre minute. Et voilà, on va dire que la campagne de matchs amicaux, les 2 premiers, ça fait très plaisir de revoir le PSG, voir certains joueurs et tout ça. Autant le rendu collectif fait pas rêver. On verra les 3 là qui vont arriver contre Augsbourg, Genoa, Séville FC. On peut aussi attendre une attitude très différente de l'adversaire, parce que Chambly qui est venu pour poser le bus sur un match amical à huis clos, j'ai pas compris le principe. Bon, voilà un peu mon pouls de ces matchs amicaux qui est un peu moyen réservé, mais bon, je pense qu'il faut plus regarder peut-être les individualités qu'autre chose. Je sais pas, Titi, toi qui as vu les 2 matchs, que t'en as pensé? Non, je suis d'accord. Déjà, je veux revenir sur ce que tu as dit au début, la difficulté que ça a été pour, pour comprendre où on pouvait regarder le match parce que moi, je m'étais, abonné sur Twitch, avec le sub Prime pour pouvoir voir le match. Ça ne marchait pas au début, c'était compliqué. On a cherché une chaîne YouTube. Enfin bref, c'était assez compliqué et après le rendu final où on ne pouvait pas voir le côté gauche, il y avait des poteaux devant nous et cetera. Enfin, c'était pas c'était pas, enfin, faut vraiment être, un grand supporter, pour essayer de s'infliger ça un mercredi matin alors que c'est férié donc c'est vrai que c'était pas facile à regarder. Ensuite, l'impression, que donne le PSG là, collectivement, c'est que, bah, pour l'instant, c'est assez fouillis. On ne sait pas trop ce que l'on veut faire. Après, c'est vrai que c'est des équipes très expérimentales avec beaucoup de jeunes, heu, avec quelques joueurs qui peut-être ne seront pas dans les 12-13 joueurs importants de cette saison. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas leur tomber dessus, tout de suite. On va attendre tranquillement. Mais je suis d'accord avec toi quand tu dis que collectivement, c'est un peu fouillis, c'est un peu compliqué de voir. C'est pas assez clair pour l'instant. Après, c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, enfin sur les premiers mois de poche, c'était pareil un peu. Enfin, je veux dire qu'on ne savait pas encore comment le PSG voulait jouer avec le ballon. Donc peut-être que ça va arriver, avec l'arrivée des internationaux petit à petit. Mais pour l'instant, c'est vrai que les deux premiers matchs, m'ont pas hypé plus que ça. Après, ça m'a permis de voir un peu les jeunes. Garbi que je connaissais pas, enfin que j'ai connu, sur les 2 matchs qui était intéressant là sur quelques actions. On a pu voir Xavi Simons aussi qui a montré que c'était un bon joueur et d'autres jeunes, hein, j'ai cité qu'eux, mais il y a d'autres jeunes. Donc ça fait plaisir de pouvoir voir certains jeunes. Voilà, on va dire que c'est bien de revoir le Paris Saint-Germain, c'est bien de voir des jeunes, mais en tout cas, on peut pas tirer de gros enseignements sur ces 2 premiers matchs amicaux, je pense. Oui, ouais, tu as raison. On me dit: «Oui, vous êtes sérieux à juger des matchs prépa?» Non, non, on juge pas. On sait très bien que, c'est de la prépa, il y a pas grand-chose à attendre. Mais c'est vrai que, par exemple, on a du mal à sortir dans des enseignements de quoi que ce soit. Si, on a vu, par exemple, sur le premier match, on a vu la pointe de vitesse de Hakimi. Ça, tu peux pas la louper, par exemple. Quand il Oui, part sur un oui, côté, tu peux pas le louper, c'est sûr. Mais c'est vrai ça c'est sûr. que, en fait, dans l'expression collective, tu peux pas te dire déjà: «Ah ouais, on voit une vraie différence, et cetera, et cetera». Non, on sait qu'ils sont en début de prépa, Mais pas qui Peter Bosch qui veut, messieurs.
Quel troll. Non, mais voilà, c'est juste collectivement, si vous n'avez pas vu les matchs, vous avez rien perdu. C'est que C'est ça. ouais, c'est plus des joueurs à retenir, je pense, je sais pas. Oui, Titi, tu voulais rajouter quelque chose? Non, non, j'allais dire, c'est ça, tu as totalement raison. Collectivement, bah, si vous avez raté les matchs, bah, c'est pas grave, hein, vous attendez les 3 qui arrivent sur beIN Sport, sur une chaîne, vous pourrez voir ça tranquillement, mais c'est pas très grave d'avoir raté ces deux premiers matchs. Après, comme on a dit, je pense qu'il y a quelques joueurs individuellement qui ont été intéressants, donc c'était cool de les voir. Après, j'étais un peu déçu de pas voir Hakimi, mais bon, on a compris que c'était pour le Covid, hein. Sur le deuxième match contre Ouais, c'est Chambly, ça, ouais. il était pas voilà, donc voilà, vous avez rien perdu en tout cas. C'est un peu l'idée. Omar, toi qui avais vu le deuxième, c'est ça, contre Chambly? Ouais. Alors moi, je suis pas d'accord. Ah bah vas-y, très bien, très bien. Alors deux choses. Moi perso, j'ai adoré la première période contre Chambly parce que j'ai trouvé impressionnant qu'une équipe faite aller de quelques confirmés de U19 première année et d'un joueur de 15 ans mettre une équipe de deuxième division dans son camp pendant 40 minutes. C'est pas une mince affaire. Je trouve que dans la tenue de poste, il y a eu beaucoup de choses très intéressantes, notamment dans l'axe du terrain entre les lignes, avec le travail de Fadiga, que j'ai trouvé ultra dynamique, ultra saignant sur ses prises de balles, avec un peu de déchets techniques, mais vraiment une volonté de verticaliser à chaque fois. J'ai trouvé ça super intéressant. Le travail des milieux, le comportement, notamment avec Xavi Simons dans une position un petit peu plus basse que d'accoutumée, à devoir faire les basses œuvres. J'ai aussi trouvé que c'était quelque chose de plutôt intéressant à ce moment-là de la prépa et à ce moment-là de son évolution, j'ai envie de dire. Et que globalement, même si je suis d'accord, il n'y a pas eu de prestation individuelle de joueurs qui ont crevé l'écran, mais que le groupe de jeunes qui ont intégré le groupe pro à ce moment-là, bah, dénotait pas. Et j'ai vu des joueurs très confirmés, très installés, pour certains internationaux de leur état, qui faisait pas bien mieux dans un match où, en effet, il faut pas regarder l'enjeu et beaucoup plus le jeu, mais surtout les attitudes et les aptitudes. Et pour le coup, j'ai trouvé que pour les 2 premières parties, du coup, attitude et aptitude, c'était plutôt très intéressant dans ce qu'on a vu chez les jeunes. Après, oui, en effet, c'est pas la réalisation de François-Charles Bidault. Le banc, des remplaçants n'existe pas. Ils sont très proches de la ligne de touche. C'est sûr que pour nos yeux habitués à la Ligue des Champions, ça peut être un petit peu pénible. Après, moi, en étant un espèce de de saltimbanque du football, bien entendu, ça me parle peut-être beaucoup plus que d'autres choses. Mais franchement, j'ai trouvé que la première mi-temps contre Chambly était vraiment de très, très bonne facture au moment où on l'a produit, c'est-à-dire au plus fort de la prépa physique. J'ai trouvé ça intéressant. Après, graduellement, les choses vont se lisser. Il y a pas de joueurs dans ceux qui étaient sur la feuille de match en première mi-temps qui ont vocation à avoir un rôle prépondérant lors de la saison à venir, mais je trouve que ça dit beaucoup de bonnes choses du travail qui est fait du coup par les autres cellules du club, d'avoir fait passer ces 40 minutes-là à des professionnels. D'accord, OK. Non, mais c'est marrant, c'est que moi je voyais ça plus comme Chambly qui joue, un football, minimaliste, voire honteux, alors que toi tu penses vraiment que c'est le PSG qui les a mis dans leur moitié de terrain et qui les a empêchés de sortir. C'est possible, Ah, enfin, tu t'as le droit de le penser, hein, et d'ailleurs, tu n'as probablement pas tort, hein, la vérité est sûrement entre les deux. Mais la réalité, c'est que Paris les a mis dans leur camp, que Kerrer et Al Shaddai, ils jouaient dans le camp de Chambly, et que ce temps de jeu-là, il a duré quasiment 40 minutes, et que Chambly a pu sortir une à deux fois. D'ailleurs, ça a été dangereux à chaque fois. C'est là que tu vois que Ouais, l'équipe à chaque fois. n'en est pas tout à fait une. Mais par contre, il y a eu plein de choses positives, moi, j'ai trouvé. d'accord, mais sur les bah, là on va passer un peu je pense à la partie, joueurs, enfin, toi je sais par exemple la façon dont El Shaddai jouait haut sur le terrain, ça t'avait notamment beaucoup plu sur le match contre Chambly, quoi? Ouais, j'ai plutôt bien aimé ce qu'a fait Al Shaddai, notamment en première période. Alors,
il y a un truc que j'ai trouvé très particulier, parce que moi, je l'avais vu il y a quelques années, et à vrai dire, je l'avais vu jouer que 2 fois en défense. Ouais, il C'est jouait un pas en joueur défense qui avant. comment? Il jouait pas en défense avant, il jouait peut-être pas Non, plus il haut. jouait non, moi, quand la première fois que je l'ai vu, il jouait attaquant, donc c'était un Ouais, espèce attaquant, parce de que il de était à Yann Saint-Denis, Couler, effectivement. Il jouait attaquant, je crois, à Saint-Denis à un moment. ouais, il jouait 9, ouais, en effet, et il a reculé il y a pas si longtemps. Alors c'est un joueur qui n'utilise absolument pas sa domination physique. Il est pas du tout présent à l'impact, et il gère un peu tout à mi-distance, donc ça, pour le coup, je trouve ça super intéressant. Bon, sa qualité de passe et sa qualité de relance, enfin, elle a été évoquée et surévoquée. En effet, on voit qu'il a de bons pieds. Il est assez serein, il a fait une correction qui aurait pu valoir un penalty, mais qui était quand même bien senti. Le geste défensif est plutôt bien. Non, j'ai trouvé que la tenue de la ligne était plutôt faite par lui et pas par Kerrer. Kerrer sortait plutôt cadré plus haut quand Al Shaddai essayait de contrôler et d'organiser la relance. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Non, j'ai trouvé qu'il a fait une partie intéressante, hein, ce joueur. Je pense il est capable de compter le nombre de fois où il a joué sur grand terrain. Donc on est face à un talent éminemment précoce, et qui montre déjà à ce niveau-là de belle qualité, qui est pas fini du tout physiquement en plus. Donc je sais pas où il va s'arrêter. Mais par contre, quand il va rajouter à son intelligence de jeu qu'on a vu et à sa qualité de lecture, l'impact physique, la volonté d'aller un petit peu au mastic et tout, bah, il y a moyen que ce soit un joueur, enfin, de tout premier ordre, quoi. Enfin, de tout premier ordre, je dis pas que ça va être le meilleur défenseur du monde, mais tu vas en faire un très bon pro, quoi. Ça, il y a très peu de doute. Ça va. Après, c'est un peu facile de parler d'Al Shaddai, je trouve. Ouais, non, 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 mais juste, il y a pas moi, il y a quelque chose là, on me parle justement sur live de sa mobilité. Contre Le Mans, tu n'avais pas vu le match, par exemple, il a eu du mal à gérer la profondeur. Il avait joué à deuxième mi-temps notamment. Il avait eu du mal à gérer la profondeur. Tu voyais par moment, en fait, quand il était pris un peu dans son dos, qu'il devait se retourner, qu'il était un peu en difficulté. On en a déjà parlé plusieurs fois de sa mobilité. El Shaddai, c'est son prénom, excusez-nous. Parce que on l'appelle El Shaddai parce que Mmh. bon, on parle d'un gamin encore. Sa capacité à se retourner, par exemple, ça t'inquiète pas, toi? Non, mais ça enfin, la motricité fine, il peut encore acquérir 2-3 trucs. C'est tellement jeune. Franchement, c'est tellement jeune, il va s'étoffer musculairement. La capacité à se tourner, bah, ce sera jamais celle d'un défenseur qui fait 1,75 m, mais il peut contrôler par tellement d'autres choses que, voilà, pour moi, c'est pas un critère qui va être rédhibitoire. Et puis, en plus, hem, dans l'idée de joueur dominateur qui va être, il va forcément y avoir, je pense, dans le profil qui lui sera associé, quelqu'un qui va être proche de lui, plus mobile, pour être capable de faire ces corrections-là. Donc, je pense qu'il faut pas les raisonner, de façon individuelle en se disant: «Ben, on va mettre toutes les qualités possibles dans El Shaddai». Faut le raisonner dans un écosystème global, et les corrections, tu vas pouvoir les faire à côté. C'est un peu ce qu'a fait Kerrer. Kerrer qui est très dynamique sur ses premières foulées, et il a pu rattraper deux trois coups où El Shaddai était peut-être pas forcément dans les bonnes zones. D'accord. Ouais, non, mais je trouve que pour le coup, la paire a plutôt bien fonctionné. On sait que Kerrer est pas forcément un joueur simple à associer, mais je trouve que les deux ont plutôt bien marché ensemble. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Titi, tu veux rajouter quelque chose sur ce bon El Shaddai Bichiabou, de son vrai nom, enfin, de son nom complet? Non, Omar a tout dit, hein. J'ai aussi bien aimé son match et ses qualités, surtout à la relance qu'on avait pu voir sur certaines vidéos, nous, plutôt que sur les terrains. Mais c'est vrai que j'ai bien aimé le match. Après, pas grand-chose à dire de plus, hein. Il a tout dit, Omar, il a vraiment bien résumé le joueur et c'était top. Bon, très bien. Sur les joueurs que tu as voulu, qui ont marqué des points selon toi, tu as noté qui? Autre que Oh, je El pense Shaddai quand même? moi, je pense Simons. Simons, je l'avais pas beaucoup vu jouer, hein. J'avais vu peut-être quelques matchs, ou quelques résumés de ses matchs en jeune, et sur ces 2 matchs, je l'ai trouvé intéressant. Déjà, je l'ai trouvé très enthousiaste, très enthousiaste, et jouait avec beaucoup d'envie, de motivation et d'intensité. Sur le match contre, Chambly, je crois qu'il a même failli se faire mal, parce qu'il est parti très fort sur un duel en fin de match. Il était un peu fatigué d'ailleurs en fin de match, mais j'ai trouvé que c'était un joueur intéressant, qui répète les efforts, qui
je pense que ça peut être un très bon joueur sans ballon surtout, un profil de joueur de milieu de terrain qu'on n'a pas beaucoup eu ces derniers temps. Et je trouve que sans ballon, il se déplace plutôt bien, il arrive très bien à lire et à trouver des espaces pour demander le ballon ou faire des appels intéressants. Son but avec Garbi est super beau, hein. C'est lui qui initie, ensuite il prend l'espace et va finir de très belle manière. Moi, je l'ai trouvé vraiment, vraiment bon et j'ai envie d'en voir plus peut-être sur la saison. S'il peut avoir quelques minutes, un peu plus que l'an dernier, je pense que ça pourrait être bien parce que il arrive à un âge, il a quel âge déjà? Il a 18 là, je crois, c'est ça? Je sais plus quel Ouais, âge il a, mais je pense. il vient d'avoir 18 ans, parce je crois qu'il est Voilà. avril 2003. Ouais, donc il vient d'avoir 18 ans, il arrive à un âge, je pense qu'il aura peut-être besoin de voir autre chose que ce qu'il a vu sur les dernières saisons avec nous en jeune. Donc s'il pouvait avoir quelques minutes, ça pourrait être bien. En tout cas, j'ai apprécié son match et je trouve qu'il a des qualités qui pourraient nous servir dans certains matchs ou dans certains moments. Donc voilà, j'ai envie d'en voir plus de Xavi Simons, quoi. D'accord. Moi, j'avoue être resté un peu sur ma faim dans l'utilisation du ballon, en fait. C'est-à-dire qu'il a une activité par contre qui est vraiment intéressante. Comme tu l'as dit, jeu sans ballon, ça peut vraiment être un bon joueur. Je pense qu'il est totalement formaté psychologiquement, surtout pour être un joueur de football. J'ai aucun doute, par exemple, qu'il sera un bon joueur, un très bon joueur, très probablement même un international hollandais. J'ai pas de honte à le dire, hein, c'est pas non plus ultra dur, hein. C'est quand même un pays qui a tendance à sélectionner rapidement. Mais je suis un peu perplexe sur un peu peut-être pas le sens du jeu, mais un peu ouais, sa capacité à être fin dans sa distribution. Par exemple, sur les deux matchs là, contre Le Mans et Chambly, où il a quand même un temps de jeu non négligeable, des actions un peu d'éclat, où on peut se dire, ouais, il a le sens du jeu d'un crack, par exemple, et je déteste cette utilisation du terme, mais il y a un peu de ça quand même. Je me souviens de deux passes en 140 minutes, quoi, contre des équipes de Détroit, malgré tout. Euh, Bon, est-ce que c'est suffisant? Peut-être pas. Je trouve que par exemple un joueur comme Garbi, dont on n'a pas encore parlé, a montré plus de brillant dans son utilisation du ballon que Xavi Simons. Alors après, aujourd'hui Garbi est loin de Simons sur plein de points, hein, notamment dans la capacité à être impactant sans le ballon, beaucoup de choses, hein. Vraiment, c'est deux joueurs très différents. Ils sont pas du tout au même niveau en termes de progression individuelle. Mais je suis un peu resté sur ma faim en termes d'utilisation du ballon de la part de Simon. Alors après, attention, devant les buts, il est très bien. Les deux buts qu'il met, ils sont parfaits. Il a été capable d'être décisif et tout, donc il a pas perdu son temps. Mais j'avoue voilà, il est complet, mais je lui ai pas trouvé une qualité exceptionnelle en fait. Je sais pas si vous voyez un peu la différence. C'est un joueur qui est très complet effectivement, mais je lui ai pas trouvé entre guillemets, un truc hors norme quoi. Et c'est peut-être un peu ça qui fait que je suis resté sur la fin. Après, c'est un joueur, voilà, moi j'ai aucun doute quant au fait qu'il va percer, alors qu'on parle d'un joueur de 18 ans qui est quand même qui joue au PSG où c'est dur de faire sa place quoi, tout simplement. Donc bon, c'est un peu mon seul regret. Et juste avant de parler de Derby, moi j'avais voire beaucoup aimé le premier match de Dina Ebimbe qu'on a prêté au Havre, qu'on a prêté à Dijon, qui sur ses prises de balles notamment a fait des différences que nos milieux de terrain en général font pas assez. Savoir la capacité, tu prends le ballon, bam, tu casses une ligne, tu vas percer balle au pied. C'est quelque chose il y a pratiquement aucun joueur de l'effectif qui fait ça globalement au PSG, où on est beaucoup dans la passe, faire avancer le ballon par la passe en tout cas. Et lui, sur quelques occasions, sur quelques prises de balles, il a su le faire. Et je trouve ça vraiment intéressant. Après, je dis pas qu'il va rester au PSG, son avenir est très ouvert à Eric Junior. Mais en tout cas, je trouve qu'il a su bien exploiter son temps de jeu sur le premier match, moins sur le second où je l'ai trouvé un peu trop neutre. Et c'est d'ailleurs un reproche un peu que j'ai envie de faire aux jeunes en général, c'est qu'il y a eu des flashs de talent, mais j'ai pas vu comment dirais-je, de continuité, d'envie de tout casser en fait. Après, est-ce qu'ils étaient en mesure de le faire physiquement, ça c'est autre chose. Mais je sais pas si vous vous rappelez, par exemple, quand Moussa Diaby revient de l'Euro U19 à la préparation de l'été Coupe du Monde, préparation de la saison 2018-2019. Il arrive, il joue une mi-temps, je crois, contre l'Atlético Madrid, et en 45 minutes, il casse tout littéralement, quoi. J'aurais aimé qu'il y ait un jeune qui, en 45 minutes, pareil, prenne sa chance de façon énorme en fait.
Et ça, c'est un peu quelque chose où j'ai été un peu déçu sur la durée. Après, je sais très bien qu'ils sont dans des conditions physiques vraiment compliquées. Mais un peu ce jeune qui arrive et qui bam, casse tout, est capable de faire des différences qu'on n'attend même pas. Bah ça, je trouve que ça a un peu manqué sur les deux matchs. Après, il y a vraiment beaucoup de choses pour expliquer ces prestations. Et comme l'a dit Omar très justement, il y a des pros qui feraient bien de se remettre en question parce qu'ils ont fait des matchs scandaleux, quoi. Donc, c'est pour ça que je modère un peu mes attentes et Ah, c'est tout. toutes les équipes comme ça, Philo. Regarde, à Lyon, ils sont en pleine préparation, Lyon. Mhm. Et bah, ils ont des défenseurs centraux de la réserve qui font des roulettes dans leur surface sur des actions de but. Bah c'est un peu, Voilà, bah tu vois, c'est non mais tu rigoles, pas d'excuses. mais quand j'ai vu ce qu'a fait le petit Lyonnais en défense centrale, je sais plus comment il s'appelle, Castillo quelque chose, et ce qu'a fait le petit latéral droit Malo Gusto, qui lui est un joueur très annoncé, j'aurais Ouais, bien Malo aimé, Gusto, il a ouais voilà, j'aurais bien aimé que nos jeunes soient capables de faire un peu ce genre de prestation, de performance où t'as envie de voir beaucoup plus en fait. Mais je sais qu'ils sont pas dans les mêmes dispositions. Nos pros aguerris, ils les ont pas forcément beaucoup aidés, hein, parce que quand je vois les matchs que font Icardi, Draxler ou quelques autres, bon, voilà. Euh, c'est pas simple. Mais juste que j'aurais aimé voir un petit étincelle en plus, quoi, c'est tout. Après, j'en ai parlé en vitesse, ce qu'a fait la première mi-temps de Garbi contre Le Mans, par exemple, j'ai beaucoup adoré pas mal de choses. Mais c'est une mi-temps qui est bonne, qui est même pas non plus très bonne, sur 3 qu'il a joué. Après, je sais qu'il a pas été, enfin, il en a joué presque 4 au final. Mais je sais qu'il a pas été aidé non plus par le positionnement et tout ça. Je sais pas si bah, Simon, t'as pas vu les matchs. Titi ou Omar, Non, mais vous. c'est un talent de parler des matchs qu'on n'a pas vus, hein. Bah, écoute, il y en a, ils font même des Tu veux émissions mon avis dessus. sur le match? Si vous me Non, permettez un débat parallèle de 2 minutes, vous trouvez pas que ces shorts sont très larges par rapport aux maillots qui sont un peu moulants? je sais pas, je t'avoue que j'ai pas fait attention. tu sais, des trucs de matos du PSG, les équipements, j'en vois Ça va tellement me perturber passer. toute la saison, cette histoire encore. Simon très porté linge depuis la Ah victoire ouais. de l'Italie, hein. Non, juste, Non, Il y mais a une causalité directe je- qu'on ne peut pas nier. C'est important. vas-y Omar, là, l'enfant terrible a fini ses conneries, là. non, moi j'entends, je comprends ce que tu dis sur les actions d'éclat. Pour revenir à Xabi Simons, c'est vrai que sur le match de Chambly, j'ai trouvé qu'il manquait un petit peu de verticalité. Et en effet, dès qu'il a poussé un petit peu plus ses actions, il s'est retrouvé devant le but et il a d'une action super bien initiée, bien sentie, avec une bonne finition. Donc on est pour le coup en face d'un joueur qui progresse, pour ceux qui l'ont vu depuis son arrivée, Oui, 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 qui est t'as raison. peut-être pas l'étoile annoncée. Parce que quand tu parles de Moussa Diaby, par exemple, Moussa Diaby, c'est un joueur qui a une qualité forte, tellement forte qu'elle te saute aux yeux totalement, et peut-être des fois en dépit du reste. Donc en effet, il l'avait montré, et de toute façon, tu ne peux voir que ça quand tu le vois, et ça fait des effets dévastateurs sur les spectateurs que nous sommes. Xavi Simons, il a l'air d'être un joueur qui, pour le coup, est capable de faire bien beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ouais, c'est ça, ouais. Même dans un registre un petit peu difficile, qui est pas celui dans lequel on l'attend. Enfin, il a envoyé 2-3 tacles, il a mis beaucoup d'énergie à couper les lignes de passe de Chambly. Franchement, il a fait un match un peu d'homme de l'ombre, même si j'aime pas cette expression, qui mérite d'être salué, quoi. Totalement. Et tu vois, par exemple, tu as dit, en fait, il a été présenté comme une star hors norme quand il a signé au PSG. Je pense que c'est un très bon joueur. Mais tu as raison de souligner qu'il a vraiment beaucoup progressé depuis qu'il est arrivé, parce que ça, c'était le cas. Mais il y a un truc tout bête, par exemple, entre lui et Pedri, donc qui est milieu relayeur du Barça, il y a 4 mois et demi d'écart. 3 Bah, mois, ouais, 3-4 mois. Ouais. ouais, voilà. Bah, je suis désolé, les deux appartiennent pas à la même catégorie. C'est tout, c'est juste Pedri, ça. c'est l'exception, Philo. Tu parles d'un Ah non, Ouais, phénomène. mais ouais, mais, on peut, mais on peut pas Mathieu, benchmarker par rapport à Pedri. ah non, mais C'est, justement, c'est, mais c'est pour ça que je vous dis que quand il Comme est a dit Luis arrivé, Enrique, un joueur qui fait ce type de prestation à 18 ans dans un Euro, ça n'arrive pas à chaque mais c'est édition. ça, Donc, mais c'est pour ça que Xavi Simons, il a été présenté comme quelque chose digne de Pedri, quoi. C'est juste ça ce que je veux dire. C'est que c'est pas ce joueur hors norme, c'est tout. Ça sera, comme je dis, je le vois quand même comme un futur international. On parle quand même de la Hollande et tout, c'est pas rien. Bon, peut-être que Bakker aussi un jour sera international hollandais, mais ça c'est autre chose. Ce que je veux dire, je le vois comme un très très bon joueur. Mais n'imaginez pas non plus que ça, il va, on n'a pas volé Iniesta au Barça, quoi. C'est juste ça, c'est tout. Et
Je veux pas qu'on me dise ouais, tu l'as taillé comme pas permis. Non, je le redis, c'est un très bon joueur, mais c'est pas Pedri, quoi, alors qu'ils ont 4 mois d'écart, c'est tout. C'est Mais un je peu, pense en que tout cas, ce que. les échos sur le joueur depuis qu'il est arrivé, c'était plutôt cela, que ça allait devenir un très bon joueur, mais qu'on n'attendait pas peut-être que ce soit un hyper crack comme Pedri, non? Si je dis pas de bêtises, enfin, en tout cas, moi, mes Bah, attentes sur lui, c'était pas du tout les attentes tu vas chercher d'un hyper crack, quoi. tu vas chercher quand il est arrivé ou quand il a été connu très jeune. Xavi Simons, c'était censé être la nouvelle merveille du Barça. Et attention, on parle d'un très bon joueur, mais ce n'est pas la nouvelle merveille de la Masia, quoi. C'est tout. Enfin, ça dépend ce qu'on considère de la Masia, parce que bon, c'est quand même pas. C'est plus, enfin, ils n'ont pas sorti non plus depuis leur génération en or. Il y a eu quand même plus de déceptions que de grands joueurs, mais c'est tout, quoi. Est-ce qu'il est meilleur que Ricky Puig? Tu vois, il y a un débat déjà, quoi. Mais bon. Non, je ne suis Il pas y a jaloux Moriba des qui est de son âge cheveux. aussi. De quoi? Oui, voilà. Est-ce que Il y a tu vois, par Moriba qui est exemple, de son âge aussi. ouais, voilà, Mmh. Moriba, c'est un 2003? Je crois que c'est un 2002. Mais bref. Ah, peut-être 2002, mais ouais. En tout cas, non, je suis entièrement d'accord, il faut leur laisser du temps. Et on parle de très jeunes joueurs. On parle de joueurs de 17, 18 ans. Voilà. C'est tout. On me dit que Iniesta n'était pas un crack à 18 ans. Je peux vous dire qu'Iniesta était un crack à 18 ans et que Luis Fernandez a même tout fait pour le faire venir au PSG à l'époque. Sauf que le Barça a dit il est hors de question qu'Iniesta parte en prêt de où que ce soit. Donc si, Iniesta était un crack très jeune et d'ailleurs ça s'est vu par la suite en tout cas. Voilà. C'est tout, c'était la fin de la parenthèse Xavi Simons, à qui on souhaite le meilleur pour la saison, notamment d'avoir du temps de jeu. On me dit un petit mot sur Garbi quand même, qui a fait de très bonnes choses avant de passer à la suite. Titi, tu veux en parler ou j'en parle? Parce que j'ai beaucoup parlé de Oh bah Xavi vas-y, Simons. vas-y. Moi j'allais juste te dire que j'étais content de le connaître, parce que moi je le connaissais pas du tout avant les matchs. Il a été décisif 3 fois, je crois. Si je dis pas de bêtises sur les 2 matchs, peut-être un peu plus. En tout cas, il y en a un but et une assist, je crois, sur les 2 matchs. Mais franchement, il a été intéressant. Sur la première mi-temps, on l'a beaucoup vu, sa première mi-temps du match contre Le Mans. On l'a Mm. beaucoup vu dans le couloir un peu à gauche. Je crois qu'il jouait à gauche avec Drexler un peu dans l'axe en tant que numéro 10. Et lui était à gauche. Il a une action où il provoque bien le défenseur et essaie de frapper du droit qui finit sur le poteau, je crois. Celle-là, elle était plutôt pas mal. Après, il y a son but sur l'excellent travail d'Ashraf. Donc moi, j'ai bien aimé aussi. Après, lui, il est encore plus jeune, il est encore très, très, très jeune. Je pense que lui, on va peut-être attendre encore longtemps, encore un peu avant de le voir apparaître dans le groupe, etc. Mais bah, ça fait plaisir de voir des joueurs comme ça. Enfin, on sait qu'on a un excellent centre de formation, qu'on sort de très bons joueurs. En tout cas, lui, c'est un joueur qui techniquement est quand même au-dessus de la mêlée. Il a des moments où il a l'air de bien connaître le football, en tout cas du côté technique. Donc, ouais, j'ai envie d'en voir plus sur lui dans l'avenir. Après, toi, tu as dit que il y a des moments où il disparaissait un peu du match. C'est peut-être aussi dû à son très jeune âge, dû aussi au fait qu'ils Oui. sont sans doute carbo et fatigués parce ils doivent encaisser une grosse préparation physique. Mais quand il apparaît, c'est vrai il y a vraiment des choses plutôt intéressantes couloir gauche. Il a dit en fin de match qu'il jouait beaucoup à gauche avant d'arriver au PSG ou peut-être en plus jeune. Et après, Ouais, c'est il ça. a beaucoup joué 8 et 10. Bon, en tout cas, je ne sais pas à quel poste il va finir, mais ce rôle d'ailier gauche qui revient un peu sur son pied droit, etc., c'était plutôt intéressant. Après, est-ce qu'il aura le coffre, etc., pour tenir à ce poste-là, on verra plus tard, quoi. Mais je suis ravi de voir des joueurs comme ça au Paris Saint-Germain. J'espère qu'il signera son contrat, parce que je crois qu'il est dans la dernière année de son contrat, si je ne dis pas de Ouais, bêtises. il est comme tous les Donc, 2004, il est en fin de contrat aspirant en juin prochain. mais j'espère qu'on ne le perdra pas. J'espère qu'on ne le perdra pas et qu'on pourra lui proposer un projet lisible et clair sur l'avenir, quoi. Ouais, bah après, là, enfin, à son âge, jouer déjà avec l'équipe première, être aux entraînements, c'est déjà pas mal. Moi, j'avoue que je suis comme toi, j'ai adoré sa première mi-temps contre Le Mans où il a montré un sens du jeu, surtout. Enfin, il est tout jeune, il a pas le gabarit encore, c'est sûr. Et puis, enfin, c'est pas la priorité, le gabarit, ça viendra tout seul, hein. C'est vraiment un truc, c'est la dernière des choses à avoir. Mais le sens du jeu qu'il a montré, la qualité de passe, à un moment, il redescend, il est pratiquement au niveau de la défense, bam, il envoie une passe de 40 mètres qui passe entre je sais pas combien de joueurs. Ça, c'est un talent, tu l'as ou tu l'as pas, quoi. Au bout d'un moment, tu pourras le travailler, tu ne feras jamais ça, quoi. Euh, je suis pas certain que son poste sera un jour milieu offensif gauche. Parce que notamment, je trouve que quand il y avait Simons et Fadiga qui prenaient l'axe, il se retrouvait vraiment trop sur le côté, trop isolé du cœur du jeu. Et pour moi, son futur, c'est dans le cœur du jeu. Je ne sais pas si ça sera pas finalement un relayeur de 4-3-3, comme on sait bien en faire. Enfin,
En tout cas, comme on en a vu des bons passer par le PSG, les pros, je parle, hein, pas forcément les jeunes. C'est un profil un peu différent de ce qu'on peut voir, mais sa qualité technique, son flair pour le foot, vraiment, je trouve, c'est quelque chose qui mérite d'être exploité, en fait. Qui ne ment pas en soi et qui mérite vraiment d'être exploité. J'attends de voir comment il va être géré dans la durée, notamment le poste qu'il va falloir lui donner, lui trouver. Ne pas l'espèce de milieu offensif gauche là où il a été cantonné à une bande de 20 mètres de large, c'est non quoi. Ça, laissez-lui la liberté à ce jeune, il en a besoin. Mais en tout cas, pour moi, celui que j'ai préféré en tout cas des deux premiers matchs amicaux, même si j'ai pas toujours apprécié le fait qu'il soit trop collé sur un côté. Je sais pas, Omar, de ton côté, ce que tu en as pensé pour conclure sur ces premiers matchs Bah, amicaux. c'est un joueur qui forcément est très plaisant, très délié, en plus techniquement beaucoup d'aisance, de la vista, la bonne tension dans les passes, la prise de risque dans les derniers mètres. Franchement, c'est très 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 joli à voir et en plus il y a aussi de l'efficacité derrière. Donc après sur le profil, il est en tout début de fin de formation, j'ai envie de dire. Donc je trouvais ça bien qu'il soit testé sur un côté pour un petit peu voir sa capacité à faire des contre-efforts et à pouvoir aussi répéter les efforts parce que l'acquisition du jeu sans ballon va être un peu primordiale pour lui parce qu'on voit qu'il est très en avance avec le ballon et qu'il lit super bien les zones. Donc je pense que le travail va se faire ailleurs sur un profil comme celui-ci. Euh, Relayeur, après, j'ai pas assez vu pour avoir un avis définitif. Il a quand même du flair et des super gestes dans les 30 derniers mètres. Je pense qu'un joueur comme ça, il faut toujours faire le maximum pour qu'il soit proche du but. Ça passe peut-être par la recréation d'un poste qui n'existe plus, mais il a quand même une bonne tête de numéro 10, Garbi. Totalement. Tu vois, si je dis relayeur, c'est parce que 10 n'existe plus, quoi. Mais comme tu dis, Ouais, ou alors, bah, si le PSG devait jouer dans son 4-2-3-1 pochettinien figé dans le marbre, ça serait clairement à la place de 10 aujourd'hui. Enfin, dans mm. quelques années, parce que enfin voilà, on parle d'un joueur qui est né en 2004, donc à 17 ans à peine. Bon, voilà, t'attends pas qu'il soit titulaire demain à Paris, quoi. Bravo au District 93 une fois de plus. Non, il y a des gens qui me demandent les contrats. Alors, je vais vous faire un point contrat. Donc, ont été alignés sur les 2 matchs en question. Attendez, je vous prends la compo, comme ça sera plus simple. On va faire le point des contrats. Alors, chez les jeunes, Bitu Mazala est sous contrat pro, puisqu'il a signé l'an dernier, mais c'est un contrat court. Fernandez Veliz, qui est un tout jeune joueur, qui est un 2004 aussi, qui est rentré central, puis latéral au deuxième match, il est sous contrat aspirant jusqu'à la fin de la saison, comme Garbi. Bichabou est sous contrat professionnel. Teddy Allo a signé un contrat professionnel il n'y a pas longtemps. C'est un 2002, Teddy Allo. Hamada MZ normalement est sous contrat pro, je crois, jusqu'en 2022. Je suis pas certain. Xavi Simons, contrat pro jusqu'en 2023, il devrait prolonger. Fressange, contrat pro 2022, mais lui, bon, pour le coup, je suis pas sûr qu'on le revoit beaucoup. Fadiga, contrat pro 2024, si je me trompe pas. Dina Ebimbe, contrat pro 2024 aussi. Garbi, pas contrat pro et donc en fin de contrat en aspirant en juin prochain. Noiro Doria, contrat pro 2024, me semble-t-il, ou 2023, je sais plus. Et je crois que j'ai fait à peu près le tour. Voilà, un peu le tour des contrats. Et la date du pot de départ de Levin Kurzawa n'est pour l'instant pas précisée et pas connue. Bon, on a fait le tour sur les matchs amicaux, là, 40 minutes sur 2 rencontres où on a failli dormir devant. On va avancer. On est parti pour la partie mercato qui risque de durer beaucoup plus longtemps. Le PSG a officialisé sa 4e recrue en milieu de semaine dernière, je crois que c'était mercredi dernier. Le dénommé Gianluigi Donnarumma qui arrive libre du Milan AC, donc il était en fin de contrat dans son club formateur, il a passé je ne sais pas combien d'années là-bas. Le pouls général de son arrivée, en fait on l'avait à peine présenté lorsque la rumeur était sortie, puisqu'on était alors à la fin d'un podcast. Je pense que c'est Mathieu qui va présenter plutôt que n'importe qui. Un peu le joueur, son parcours jusque-là. Mathieu, tu en es capable? Tu te sens prêt là? Ouais. Allez, je Non, t'en mais prie. je pense qu'on a beaucoup, beaucoup parlé du joueur ces dernières semaines. Je pense qu'avant l'Euro, il était peut-être un peu méconnu en France parce qu'il a la malchance, entre guillemets, de tomber sur une équipe du Milan qui mangeait un peu son pain noir et qui traversait des années pas faciles.
C'est aussi pour ça qu'il avait été lancé. À l'époque, c'est Mihailovic qui le met à la place de Diego Lopez, qui a traversé une période moins facile. Il débute face à Sassuolo, il a 16 ans et quelques. Et il prend le poste pour plus jamais le lâcher, en fait. Et il va faire 5 saisons d'affilée en tant que titulaire au sein d'un club comme le Milan. Donc, sur les 5 saisons, 3,5 avec San Siro, toutes les 2 semaines, 80 000 personnes. Et déjà, ça suppose une certaine résistance et une capacité à encaisser la pression. Tous les joueurs qui sont passés par le Milan à cette époque-là et dans leur période noire, entre guillemets, n'ont pas été capables de la supporter. Et bon, de suite, c'est un joueur qui va crever l'écran parce qu'il a des caractéristiques physiques et techniques qui sont extrêmement rares combinées. On parle d'un joueur qui est un géant, quasiment 2 mètres, et en même temps, il a la réactivité et la capacité à aller vite au sol des portiers beaucoup plus petits que lui. Donc, c'est ça qui le rend assez vite spécial et qui en fait presque une bizarrerie, une incongruité de la nature. Et aussi, c'est ce qui fait un mix de qualité qui est assez rare et assez recherché parce que à partir de là, tout est possible. Si tu as un joueur qui est capable, qui a cette envergure-là, qui est capable d'aller chercher les ballons dans les coins, qui a une réactivité, une capacité à vite plonger, et en même temps la taille pour pouvoir chercher les ballons dans les airs, c'est un projet sur lequel très bien travailler et à terme devenir un excellent gardien. Et c'est ce qui va se produire dans les années qui vont suivre. On va dire que les 2-3 premières saisons de Donnarumma, c'est surtout des saisons où il montre des qualités, des spécificités, des réflexes un peu hors du commun. Mais sur les 2 dernières saisons, on va dire que c'est plus celle de l'arrivée à maturité, mais on va dire de la construction vraiment d'un gardien complet et avec parmi les meilleurs au monde. Et bon, quand je dis ça, en Italie, on va beaucoup plus loin que moi. On va le qualifier dans les 3 meilleurs gardiens au monde actuellement. Certains vont dire que c'est déjà le meilleur. Les 3 meilleurs, c'est Conte qui a dit ça. Le meilleur, c'est Mancini ou Capello qui l'a déjà dit. Bon, je ne saurais pas juger si c'est le cas ou pas, je pense pas. Mais ça montre déjà en quelle estime il est tenu dans son pays et à quel point ils sont absolument sûrs d'avoir entre leurs mains un diamant et héritier de Zoff, de Buffon et l'équivalent de ce que serait un Mbappé chez nous en fait. Et il faut vraiment pas perdre ça de vue à l'heure où tu accueilles un Donnarumma. Et c'est pour ça aussi que ça me faisait un peu rire quand j'entendais les hypothèses de prêt. On en avait un peu parlé à l'époque. On disait oui, pourquoi pas le prêter à Lille ou Monaco. Personne ne comprendrait en Italie. Enfin, ça serait vu un peu comme un affront et quelque chose que, bon, je pense qu'après, tout le monde s'en est rendu compte au fur et à mesure de l'Euro que c'est pas un joueur pour jouer à Lille ou à Monaco. Mais en Italie, à l'heure où il débarque au PSG, personne n'imagine remplaçant. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête quand tu recrutes ce joueur, c'est que c'est pas seulement un projet pour dans 5 ans, c'est déjà un joueur parmi les gardiens affirmés et qui peut être titulaire d'une équipe qui va loin en Ligue des Champions et qui a des ambitions sur la scène continentale. Quelque part, c'est vrai que tu pouvais te dire que l'absence de match en Ligue des Champions pour sa part, ça pouvait être un frein ou une limite, en tout cas une incertitude, parce que tu ne l'avais pas vu tester à certains niveaux. Mais l'Euro qui fait tend à balayer un peu ces doutes-là. On a beaucoup parlé de la capacité à l'Italie de renouveler son jeu, de proposer un style un peu différent. Et au final, quand tu regardes le quart de la demi, la finale, c'est un peu les mêmes recettes que toujours qui ont donné le titre à l'Italie, à savoir une excellente charnière, un excellent gardien. Et Donnarumma a prouvé déjà à ce niveau-là à peine 22 ans. Donc, si tu dois recentrer un peu le débat sur l'arrivée au PSG, c'est extrêmement compliqué à gérer parce que tu as 2 joueurs qui font déjà partie des meilleurs gardiens au monde. Comment tu vas réussir à les contenter les deux, je ne sais pas si c'est possible. Aussi parce qu'on avait vu comment la cohabitation de Navas avec Courtois s'était passée au Real. Ça avait été Très compliqué. je sais pas si très compliqué. Navas avait réussi un peu à saboter sa réputation auprès des supporters qui l'ont vite accusé d'être une taupe et de faire chuter les compos de l'équipe du Real quand il ne jouait pas. De l'autre côté, tu as Donnarumma, donc avec ce que j'ai dit, c'est-à-dire que l'Italie va pousser. Et clairement, si tu arrives fin septembre, que Donnarumma n'a pas joué le match face à Lyon, qu'il n'a pas joué les 2 matchs de Ligue des Champions, ça va commencer à gronder sans même que Raiola ou quoi que ce soit n'ait besoin d'intervenir. C'est juste dans la presse et on va te dire qu'est-ce qui se passe, vous avez pris le meilleur gardien du monde et vous ne le faites pas jouer.
C'est ça les réactions que tu auras en Italie si tu le mets sur le banc et si ton ambition c'est d'en faire le Sergio Rico de Navas cette saison. Donc ça va être une cohabitation extrêmement compliquée à gérer. Le PSG va devoir un peu jouer les funambules, les équilibristes. Je ne sais pas si c'est vraiment possible de contenter les deux. Est-ce que c'est possible de donner une compétition à l'un, une compétition à l'autre? On va en reparler après si tu veux, de la façon Ça, dont on pourrait on fera gérer. le débat tout à l'heure. Ouais. Mais voilà, tout ce qu'il faut retenir, c'est que Paris prend déjà un gardien confirmé. Un gardien parmi les meilleurs au monde. On ne prend pas un gardien pour être le meilleur dans 10 ans. Non, ouais, comme Je tu pense dis. que c'est peut-être cette perception qui a changé en France avec l'Euro de Donnarumma. Peut-être qu'on le voyait plus comme un espoir ou comme Oui, c'est un ou joueur du comme un joueur futur qui est qui. devenu un joueur du présent, tout simplement. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça qui rend encore plus compliqué la cohabitation et la vision qu'on a de cette cohabitation en France. Ouais. On nous dit que la pression sera dingue. Ah oui, mais c'est le PSG, hein. Chaque joueur qui joue pas est quelque part un peu un problème. Donc c'est aussi pour ça que il y a des ambitions pareilles. Omar, Simon ou même Titi, sur votre ressenti à cette arrivée d'un point de vue moins transalpin que Monsieur Martinelli, peut-être. Je sais pas, Simon, toi qu'on n'a pas beaucoup entendu sur les matchs amicaux à part pour parler chiffon, qu'est-ce que tu en penses de cette signature de Donnarumma? Il y a un entendu depuis 2 minutes à cause de ma connexion. Vous voulez Ah, savoir quoi? non, qu'est-ce que Excusez-moi. tu en penses en général de cette arrivée de Donnarumma, toi au PSG? J'en pense que c'est une opportunité de marché que qu'il fallait considérer et j'aurais, à titre personnel, espéré qu'elle arrive, d'ici 1, 2 ou 3 ans. Parce qu'à la prolongation de Navas, cette année, je me rappelle avoir dit, le niveau de Navas dans 2, 3 ans, c'est une chose, mais l'état, du marché des gardiens, au niveau du mercato, c'est encore un autre souci. Et mon hypothèse, c'était qu'en gros, ce serait très, très difficile d'attirer un top gardien, dans les 1, 2 ou 3 prochaines années. Bon, visiblement, c'était qu'une question de de mois, voire de semaines, avant qu'il y ait une énorme opportunité, donc ça peut se comprendre. Après, c'est un peu c'est un peu délicat et ça va animer, à mon avis, beaucoup de discussions la saison prochaine. C'est que tu as 2 numéros 1 avec des égos de numéro 1, avec, des carrières de numéro 1 aussi, puisque malgré sa jeunesse, Donnarumma, il est habitué à être, titulaire indiscuté, indiscutable en club comme en sélection, sélection avec laquelle, il revient tout juste d'un Euro victorieux et il va se pointer, à l'Oredo Training Center avec, le trophée européen tatoué, sur le bras. Donc c'est pas rien. Après, d'un point de vue du profil, c'est vraiment l'école italienne classique, quoi. C'est-à-dire que il y a beaucoup de Buffon en lui et c'est pas juste, le cliché du jeune prodige italien qui est grand et qui s'appelle Gianluigi. Vraiment dans le joueur qu'il est, il y a beaucoup de Buffon, c'est-à-dire qu'il est très, très fort sur le placement, la technique de main, la vitesse d'exécution, la vitesse des réflexes, les pénaltys. Il y a beaucoup de choses comme ça, la capacité à aller très vite au sol, d'être un peu, une anomalie parce qu'il est grand et lourd, mais il a beaucoup, beaucoup d'agilité. Après les points faibles, ce serait, Le pied. bah, les trucs qu'on reproche aux gardiens dits pas modernes. C'est, les sorties loin, la gestion de la profondeur. C'est un gardien qui reste beaucoup sur sa ligne quand même, qui va très, très peu défier les attaquants dans les 1 contre 1 ou quoi. C'est pas Manuel Neuer ou les gardiens de cette école-là. Moi, je trouve, que parfois sur sa poussée horizontale, il est un peu lourdeau. Il a un peu du mal des fois à aller chercher les 4 coins de la cage et tu peux te dire qu'avec son envergure, il pourrait, mais je pense que pour le coup, il est tellement lourd qu'il a parfois un peu du mal au niveau de la poussée basse et de la poussée, haute, je trouve. Le jeu aérien, encore à améliorer. Mine de rien, pour un gardien aussi grand, il devrait être capable de faire un peu mieux dans les airs, je pense. Après, à voir si ça s'améliore avec les années, même s'il a déjà beaucoup d'expérience, il est encore très jeune. Peut-être aussi améliorer, c'était un peu moins le cas, j'ai l'impression dernièrement, mais à une époque où je regardais pas mal le Milan, parfois des erreurs individuelles, bon, qui étaient forcément un peu dues à l'âge et j'espère qu'en grandissant, il sera pas un gardien qui a une réputation d'être un mec à erreur. C'est déjà en train de s'effacer tout ça parce qu'il a fait un Euro impeccable, donc on va avoir tendance à lui donner un crédit énorme, mais bon, pour autant, il a quand même 2, 3 points à améliorer ou en tout cas des points faibles qui existe et il y aura une vraie concurrence avec Navas. Malgré tout, Navas, il a une telle expérience de la Ligue des Champions, une telle capacité à être décisif. Et en plus, c'est un peu le patron du vestiaire du PSG actuellement.
ça paraît compliqué d'aller le chercher, même si j'ai quand même la sensation au club que ça arrangerait pas mal de gens que Donnarumma soit titulaire, notamment le directeur sportif et l'agent de Donnarumma avec lequel il s'entend très bien. Ouais. Non, Juste pour rebondir un tout petit peu sur les caractéristiques techniques de Donnarumma, pour approfondir un petit peu. Déjà, un point sur les pénaux. C'est beaucoup mieux que Buffon sur pénaux. Donnarumma, je crois qu'en carrière, il doit être à peu près un tiers de pénalty arrêté. Et Ouais, il a c'est énorme, gagné. il est à 33%, je crois. Buffon n'était pas aussi fort, mais Buffon s'est quand même amélioré avec le temps sur les pénaux, j'ai l'impression. Ceci dit, Navas a une très bonne moyenne aussi. Il doit être un peu en dessous, il doit être autour des 30%. Mais tu vois, c'est un peu ce qu'on disait. Tu as deux excellents gardiens. Hein. Ça se matérialise un peu sur les stats Juste un de pénaux. truc. Quand tu arrives à 30% de pénaux arrêtés. Ouais. Il a quand même une stat extraordinaire, c'est qu'il a fait 5 séances de penalty, il les a toutes gagnées, des tirs au but, Ouais. pardon. Ça, c'est pas rien. Et par contre, sur le fait de sortir un peu loin de sa ligne, Simon, t'es dur avec lui parce qu'il y a eu des stats qui sont sortis visiblement l'année dernière en Serie A. Bon, c'est pas le championnat avec les gardiens les plus modernes de la planète, hein, on est d'accord. C'était le gardien qui faisait le plus de sorties aériennes, Donnarumma. Donc il avait tendance un peu à sortir Non, de sa ligne. mais je pense que Simon, il parlait des sorties, genre le ballon à la Oui, non, non, profondeur, mais il dans le dos de parlait la un peu. défense. Et ensuite... Ouais, non, non, Les deux, j'ai dit les deux. voilà, c'est pour ça que je dis ça. Sorti pour gérer la profondeur, je lui en ai jamais beaucoup vu, même si le Milan jouait quand même très haut au niveau de la défense cette année, hein, avec une ligne du hors-jeu assez courageuse pour pas dire téméraire. Donc il y avait peut-être matière à le voir s'employer. J'ai pas vu tous les matchs non plus. C'est pas quelque chose qui m'a marqué. Et en tout cas, auparavant, à l'époque où je le regardais beaucoup plus, c'était clairement, on va pas dire un point faible parce qu'en général, il le compensait par d'autres qualités. Quand quelqu'un partait dans la profondeur, en général, le tir était arrêté. Après, oui, c'était pas. C'est des histoires de modernité, de manière de défendre, de manière d'envisager son poste, et c'est pas quelque chose où il était dans les standards actuels, entre guillemets. Hein. Et les gens qui nous écoutent souvent savent que, en général, j'ai pas une immense considération pour tous les critères qui sont censés définir les gardiens idéaux aujourd'hui. Ouais. Juste un autre. Ouais, Vas-y, vas-y, non, 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 enfin, c'est non, pour mais juste pour terminer sur les caractéristiques techniques et sur ses points faibles, donc les sorties aériennes, faut aussi voir que c'est un gardien un peu courageux dans ce sens-là. C'est-à-dire que parfois, il va sortir vraiment très loin. On l'a vu encore à l'Euro, en faisant confiance un peu à sa taille, à son envergure, et peut-être un peu moins sur sa lecture des trajectoires. Donc, c'est forcément un aspect à améliorer à ce niveau. Et sur Ouais, le c'est jeu ce au que je voulais pied, dire, c'est qu'il faisait un peu des conneries, quoi. ouais, non, c'est vrai. Bah, des fois, il passe un peu au travers, ou bien il compte sur le fait que le joueur en face va faire faute sur lui, quoi. Et il va récupérer la faute et sur la bienveillance de l'arbitre et sur le fait qu'on ne touche pas un gardien qui sort. Et après, c'est vrai qu'il a une telle envergure qu'il peut se permettre d'aller chercher parfois assez loin. Il suffit de déployer ses nageoires, ses ailes, et il va la chercher. Mais c'est clair que c'est pas courtois sur le jeu aérien. Si tu dois comparer à un gardien qui fait la même taille, qui est pour le coup une sécurité totale dans les airs, il n'est pas encore à ce niveau-là et forcément, ça reste un des aspects à améliorer pour lui. Et sur le jeu au pied, je pense par contre quelque chose qui le différencie de Navas, c'est que Navas, on l'a un peu vu ces dernières saisons au PSG, quand il est plus ou moins sous pression, il va balancer loin devant. Il ne va pas risquer la relance courte. Euh, En Italie, c'est différent. Si vous regardez un peu la Serie A depuis 2-3 ans, si vous regardez en particulier l'équipe d'Italie aussi, en particulier aussi depuis le changement de règle qui autorise le fait que les gardiens puissent faire une passe dans la surface à leur défenseur, ça relance, enfin, énormément d'équipes relancent très court. L'Italie ne fait pas exception à cette règle. En fait, la philosophie derrière, c'est d'attirer l'équipe adverse qui viendrait presser et ensuite de pouvoir jouer directement à la profondeur, c'est-à-dire trouver un relais dans le dos du pressing adverse pour pouvoir ensuite attaquer sur des grands espaces et un peu en contre-attaque, ce que fait très bien Sassuolo de Zerbi, ce que faisait très bien l'Inter de Conte, ce que fait très bien aussi l'Italie de Mancini, on l'a vu plusieurs fois. Donc Donnarumma, il est quand même assez habitué depuis quelques années à jouer au pied. Il a fait pas mal de progrès à ce niveau-là. Il y avait quelques boulettes avant. Je pense qu'il y en a une. Deuxième partie de saison 2018-2019, il y a une passe en retrait, il ne contrôle pas du tout et il se la met limite. Enfin, il fait une passe et c'est récupéré et ça fait but. Mais il a quand même bien progressé par le fait du coup d'être obligé de relancer court à terre dans les équipes dans lesquelles il a pu jouer ces derniers temps. Et c'est un domaine dans lequel il en progresse peut-être plus que sur les sorties aériennes, je dirais. Donc voilà, c'est juste les deux axes qui étaient évidents pour lui et qui sont sur lesquels il est en train de travailler. Et au PSG, peut-être un aspect qui n'a pas été encore souligné, il me semble, c'est le fait qu'il retrouvera Gianluca Spinelli Oui. comme préparateur des gardiens qu'il a connu à l'époque sous Ventura. Il me semble peut-être la première année de Mancini aussi. Il devait Non, peut-être je crois cohabiter. qu'il était déjà parti à Il était Chelsea. que PSG.
Il Non, est... en fait, il faisait les deux. En fait. Ah, il Avant, il s'était... était à D'accord, la fois ok. Chelsea et l'équipe nationale. Mais je me demande si la première année de Tourelle, il faisait pas aussi PSG et équipe nationale. Ou bien il c'était que PSG. Je crois qu'il Mais en était tout cas, que quoi PSG. qu'il arrive, ouais. Ben, quoi qu'il en soit, il était aussi dans le staff de Ventura. Donc, Donnarumma était déjà appelé à l'époque. Donc, il a pu le connaître à ce moment-là. Donc, ça peut être un relais pour lui. Et il en aura besoin parce que, comme Simon l'a dit et comme vous l'avez aussi souligné, il arrive dans un vestiaire largement acquis à Kylian Mbappé. Ah bah, plus que ça même. Non, juste une remarque sur le live de la part de notre rédacteur spécialiste en gardien qui a quand même regardé tous les matchs de Marcin Bulka à Châteauroux, c'est vous dire s'il en veut le petit. On nous dit que Donnarumma a une capacité à se redresser et à doubler ses arrêts qui est absolument phénoménale. Il a une tonicité colossale. Effectivement, c'est quelque chose qu'on ne devine pas forcément avec son gabarit d'un mètre 99 il fait parfois un peu lourdeau. Et je crois que c'est l'équipe qui a fait un article très poussé sur lui. Il disait ouais, il faut quand même faire attention à son poids. Il a un peu Ouais. tendance à prendre du poids. C'est un Napolitain, il aime bien manger Il a des bonnes joues. ouais, faut faire Bah, attention à ça. après, il y a eu un gardien du PSG qui avait tendance à prendre un peu du poids, où ça l'a parfois gêné dans sa jeune carrière. C'était Mike Maignan, par exemple, qui est un joueur qui parfois prenait un peu du poids. Moi, je me souviens avoir vu un match de Gambardella avec un recruteur qui fait: mais attendez, vous voyez pas qu'il est pas assez fit, quoi, tout simplement. Et puis bah, finalement, quelques années plus tard, il est en équipe de France et tout ça. Donc non, juste, faut faire attention, c'est effectivement sur le poids du gardien, parce que ça joue forcément sur sa tonicité, sa capacité à bouger. Enfin, on le voit en attaque avec un certain Mauro. Bon bah c'est pas le même joueur, hein. Donc c'est tout juste ce point-là. Et sinon, pour revenir un peu sur son arrivée, le fait qu'il signe au PSG, il a quand même signé pour 5 ans, donc c'est le contrat le plus long possible en France, on le rappelle. Euh, à cet instant, il y a 3 ans de collaboration qui s'annoncent, puisque Navas, qui était déjà sous contrat jusqu'en 2023, a été prolongé début mai jusqu'en 2024. Ça veut dire que la situation de la collaboration de l'un avec l'autre va être un problème à gérer de façon non négligeable, même si on parle de l'âge de Navas et tout ça. Aujourd'hui, il y a quand même 2 gardiens de niveau mondial qui sont sous contrat avec le PSG jusqu'en 2024 minimum. Alors après, peut-être que Navas se trouvera une porte de sortie, comme le PSG avait été sa porte de sortie à Madrid, mais c'est quand même une situation contractuelle qui est à peu près unique au monde, quoi. J'ai jamais vu 2 gardiens. Enfin, si, quand le Real avait fait signer Courtois, mais le Real, quelque part, c'était la volonté absolue du club de faire partir Navas. Enfin, là, on n'a pas l'impression que ce soit forcément le cas, donc je ne sais pas exactement comment ça va être géré. Après, Mathieu, tu me dis Navas à l'Inter Milan dès l'été prochain. Oui, ça peut être une excellente porte de sortie pour lui, qui pour le Non, coup. Inter Miami. Ah, j'avais lu Inter. Bah, l'Inter Milan, il pourrait le prendre aussi, ça en ferait pas de mal, je pense, hein, Ouais, ils n'ont pas d'argent. Je sais pas mais ils ont si pas. le club existe pas longtemps. Il y a un excellent gardien à l'Inter, hein, pour Ouais. rappel, et qui gagne beaucoup moins d'argent que Navas. T'en as certains qui sont pas d'accord avec toi sur le fait que ce bon Samir est toujours au top de sa forme, mais bon. En tout cas, c'est le meilleur gardien d'Italie sur la saison dernière, devant Donnarumma. Ouais. C'est pas le moment C'est d'en Donnarumma qui a été discuter, élu. mais... Hein. Bah certes, La mais tu passion sais, du les Scudetto l'a élections, emporté. Mathieu... Non, mais sinon, tiens, Omar, pendant que tu es là, que tu as ouvert le micro, on va pas te laisser partir. Ton avis sur cette arrivée et un peu la concurrence qui s'annonce, comment tu l'imagines l'avis, puis après la concurrence, vas-y. C'est une signature absolument exceptionnelle. C'est une opportunité comme il t'en arrive peu, et Simon parlait du marché. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, surtout pour un gardien où on sait que la rareté est souvent légion, et encore plus quand on a la possibilité de prendre le joueur le plus prometteur au poste pour les 15 prochaines années à peu de frais, et je mets d'énormes guillemets quand je dis peu de frais, tu peux pas la laisser passer, parce que peu de clubs au monde aujourd'hui pouvaient s'offrir Donnarumma. On a la chance d'être l'un d'entre eux, donc il fallait pas la laisser passer. Après, sur les qualités du joueur, je n'irai pas aussi loin que ce qu'a dit Simon, notamment en parlant de la poussée basse. Moi, je la trouve en tout point franchement exceptionnelle, entre sa qualité technique, sa coordination. Je pense qu'ils sont 2 qualités absolument essentielles pour un gardien. Je trouve qu'on a vraiment tapé dans le mille. La qualité de jeu au pied est infiniment supérieure à celle de Navas, qui n'existe pas pour le coup. Celle de Navas,
il faut pas s'en cacher. C'est un gardien absolument merveilleux sur sa ligne, mais qui a pour le coup pas du tout de jeu au pied. Et on a pu s'en rendre compte dans des moments où on avait eu besoin de ressortir. Je pense au match contre City notamment, on s'est rendu compte que c'était pénalisant d'avoir un gardien qui était pas capable de relancer. Voilà, c'est un autre sujet. Maintenant, Navas c'est pas non plus, Donnarumma c'est pas Ter Stegen non plus, mais je trouve qu'il a ce qu'il faut au pied pour un gardien et en tout cas pour ce que le PSG appelle. Après, sur la concurrence, pour moi c'est pas quelque chose qui est fait pour durer. Ça ira, ça fera une saison, ça fera pas plus parce il y a trop d'enjeux pour les deux garçons et il y a aucune, je dirais, raison objective que les deux ne soient pas titulaires dans une cage d'une équipe du top 10 européen. Donc fatalement, à un moment ou à un autre, ça posera un problème. Euh, Moi, si j'étais aux responsabilités, pour moi, le choix, il serait vite fait. Et le choix, il se ferait pas à l'affect et pas au poids dans le vestiaire. Et il serait le pari vers l'avenir qui est de faire jouer Donnarumma. Le prime de Navas, on l'a vu, il a déjà commencé depuis 2014. La saison dernière, qui est une saison exceptionnelle dans la carrière de Navas, est pour moi une saison en fait extrêmement risquée au moment où ça arrive dans sa carrière, parce que je crains qu'il ait été en surchauffe, pardon, parce que trop sollicité, parce que son corps à un moment va forcément décliner et que ça engendre une série de petites blessures qui derrière amènent de la contre-performance. Aujourd'hui, on a un jeune gardien frais qui sort de son premier un tournoi international qu'il a totalement survolé. On ne doit pas créer de rupture, ne serait-ce que mentale, dans sa carrière, où il serait à se dire est-ce que je vais jouer contre Clermont vendredi. Il faut donner de la clarté, il faut lui dire que le bail qui s'ouvre, c'est le sien, même si en parler à mon niveau, c'est extrêmement simple. Et je comprends qu'un dinosaure tel que Navas c'est difficile à bouger, surtout quand tu sais que c'est un grand ami de notre futur capitaine. Donc voilà, c'est le revers de la médaille des problèmes qu'on s'est achetés. Mais pour moi, Donnarumma doit occuper la cage. Et je suis pas partisan d'une répartition Ligue 1, C1. Comme des fois c'est fait pour essayer de contenter tout le monde. Je suis sur une ligne très réac, entre guillemets. Le gardien titulaire, il doit jouer, il doit tout jouer. Après, je veux bien qu'on fasse des concessions parce que c'est Navas et lui donner des jeux Coupe de France, mais je suis pour donner le plus de matchs possible à Donnarumma dès qu'il sera revenu de vacances. D'accord, bah t'as des gens qui sont d'accord avec toi sur un peu la dynamique, le jeune, on l'installe et hop, bah tant pis pour Navas malgré tout ce qu'il a fait. Titi, qu'on n'a pas encore. Oui, Mathieu, tu veux dire quelque chose? Non, vas-y, allez, vas-y, Titi. Non, non, Titi, on l'a pas entendu, le pauvre, depuis qu'on l'a lancé sur Garbi. Alors là, il en peut plus, tu vois. D'ailleurs, il arrive même plus à ouvrir le micro. Non, ouais, sur Non, un peu je suis là. cette concurrence, en fait, il y a beaucoup d'exemples de la concurrence qui ont été donnés sur le live, notamment on me reparle de Ter Stegen et Claudio Bravo. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, le Barça a signé à l'été 2014 2 gardiens. Le Claudio Bravo, qui était un gardien bien expérimenté chilien, qui jouait déjà en Liga, à qui il faisait jouer le championnat. Ils avaient fait signer le jeune Marc-André Ter Stegen qui arrivait du Borussia Mönchengladbach, qui était un potentiel à développer, qui par exemple n'avait pas fait la Coupe du Monde juste avant, qui était au début de sa carrière, qui avait fait ses preuves en Allemagne, mais pas plus. Et il lui avait donné la Ligue des Champions. Ter Stegen avait finalement gagné la Ligue des Champions. Je crois que Claudio Bravo a gagné le championnat. Et dans la durée, en fait, Ter Stegen a eu le poste. Mais il y avait beaucoup plus d'écart. Et surtout, Claudio Bravo et Ter Stegen étaient arrivés ensemble. Donc Bravo n'avait sûrement pas l'envergure qu'a Navas aujourd'hui au PSG. Quoi. Voilà, c'était juste, je précisais ça parce que c'est un exemple qui revient souvent. Titi, à toi la piste. Bon, je pense qu'on s'est créé un problème, hein. Après, moi, je suis totalement pour la création de ce problème-là avec l'arrivée de Didio. C'est sûr qu'on s'est créé un problème et pour moi, comme Omar, ça ne peut pas durer plus d'une saison. Ça ne peut pas durer plus d'une saison. Il va arriver un moment, il va falloir trancher et voilà, sans manquer de respect à Navas et à tout ce qu'il a apporté
qu'il est ici, je pense que naturellement le choix va se faire et on va tous se tourner vers Donnarumma, parce que c'est le jeune qui a la dynamique pour lui. Aujourd'hui, ce serait dur et compliqué de dire à Didio, bah voilà, tu es champion d'Europe, tu viens de faire un championnat d'Europe exceptionnel, tu es meilleur joueur du tournoi, mais aujourd'hui tu ne commenceras pas les matchs et tu seras en très grande concurrence avec Navas. Enfin, c'est assez compliqué comme situation. Je pense qu'il va falloir trancher assez vite. Je suis aussi un peu d'accord avec Omar sur le fait qu'il faut pas être dans cet entre-deux. Dans cet entre-deux où Navas joue à une compétition et Didio joue l'autre. Je sais même pas si c'est bien pour les gardiens. C'est vrai qu'il y a eu des bons exemples, hein. Vous avez parlé de Bravo Ter Stegen. Il y en a sans doute d'autres, hein. Il y a Mais eu c'est vrai Bürki, que Weidenfeller, si tu veux, à Dortmund, où Bürki jouait la Bundesliga et Weidenfeller jouait l'Europa League. on n'a pas eu Casillas aussi avec Si, Casillas comment il s'appelle Navas. déjà? Ah non, Le- Non, Casillas, quasiment c'est Diego Lopez. Non, Diego Lopez, voilà. Diego Lopez, voilà, avec Diego Lopez, 2013-2014, ça a failli coûter une c'est ça. C1 au Real, hein, parce que Ouais, bah voilà. ce qu'il fait en C1 face à l'Atlético en finale. En finale, Casillas, ouais. Donc c'est vrai que je pense qu'il faut choisir et j'espère que Pochettino va choisir. Là, lui aussi, il est face à l'épreuve du fait parce qu'il a il a un choix assez cornélien à faire. On sait que Navas est presque le capitaine officieux du Paris Saint-Germain. Enfin, dans le vestiaire, en tout cas, il est très 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 respecté. Donc ça la foutrait un peu mal de peut-être le voir finir sur le banc, mais il va falloir faire des choix. Et moi, si je dois faire un choix aujourd'hui, je vais plus vers Didio pour tout ce qu'on a dit, hein, la jeunesse, la dynamique et le fait que ce soit sans doute un gardien, en tout cas un joueur générationnel et l'un des top gardiens des 10 prochaines ou 15 prochaines années, quoi. Ouais, ouais. On me dit sur Navas sur le banc a pas fait de vague au Real. Ah si, si, justement, ça a été très problématique. Mathieu en a parlé. C'était l'enfer. Ça a été l'enfer, honnêtement. Et bah, même le père de Courtois donc l'a dit, ouais, Navas a tout fait pour lui pourrir la vie, quoi. Donc c'est un peu, pour moi, c'est peut-être le plus gros point d'interrogation de cette arrivée. C'est même pas Donnarumma, ses qualités, tout ça. C'est comment Keylor Navas va prendre la chose, en fait. Tout dépend de lui pour moi. C'est clairement, c'est lui qui a les clés, qui a tout, qui a tout en main. Déjà, d'un point de vue sportif, c'est lui qui va commencer la saison dans les buts. Puisque bah, Donnarumma va arriver début août, il sort de l'Euro. Navas va faire toute la préparation, il va jouer les premiers matchs. S'il est très bon, et on parle quand même pas de n'importe qui, ça va être compliqué d'expliquer à Keylor Navas, ouais, en fait, t'es très bon, mais tu dégages. Je trouve que par rapport comment dirais-je, au mérite sportif, qui reste quand même la base du football, je veux bien entendre parler de projection dans l'avenir, de contrat, de tout ça. Le mérite sportif, j'espère que c'est encore la base du football, même au PSG ou même dans n'importe quel grand club. Et c'est un peu ce qui me fait peur, parce que je comprendrais qu'il l'ait mauvaise. C'est quand même un joueur qu'on a prolongé en mai dernier, où le président lui-même déclarait qu'il était le gardien du futur, pour finalement lui expliquer 3 mois après, bon, en fait, le futur, non, c'est pas avec toi. Et je sais pas comment il l'a pris, mal, hein, visiblement, parce que je pense que à sa place, je l'aurais mal pris. Il n'y a pas de raison, Il vu. n'y a aucune raison de bien le prendre, hein. Ouais, voilà, Ouais. honnêtement, c'est moi, je le C'est dis normal. honnêtement, c'est un peu lui cracher. Surtout après l'avoir prolongé. Si on l'avait pas prolongé, c'est autre chose. On le prolonge, on lui dit que c'est le gardien du futur. On fait signer un mec de 5 ans qui est un gardien de niveau mondial. Pour moi, c'est un peu lui cracher au visage, je trouve. C'est pas respectueux par rapport à ce qu'on lui a dit juste avant. Mais bon, ça, c'est autre chose. Après, je sais pas le discours officiel, bon, bref, peu importe. Mais c'est surtout comment on va faire accepter à celui qui est le meilleur ou un des deux meilleurs de la saison passée, qui va commencer dans les buts, qu'en fait, à un moment, c'est plus lui. Parce que, à part, alors, peut-être qu'il va se louper en début de saison, peut-être qu'il va se blesser, parce qu'on a vu que l'an dernier, il y a eu quelques pépins musculaires. Et là, dans ce cas-là, bah, Donnarumma va peut-être être extraordinaire, et ça sera la logique sportive qui va l'emporter. Mais si Navas ne se blesse pas sérieusement, et je pense même qu'il est prêt à jouer en serrant les dents pour pas lâcher son poste, contrairement à l'an passé où si vous regardez la liste des matchs qu'il a loupés, bizarrement, c'était souvent des matchs. Ouais, vas-y Sergio, va jouer contre Bordeaux, t'inquiète pas, vas-y, je te Là, il soutiens. faisait croquer son pote en plus. Voilà, c'est exactement ça. Euh, je je sais pas comment gérer. Il y a gérer la concurrence sur toute la saison, mais pour moi le plus dur, ça va peut-être être gérer une éventuelle transition, quoi. Hors blessure en tout cas. Donc c'est C'est impossible de gérer une transition, hormis une blessure, parce que tu peux t'attendre à ce que le PSG domine un peu plus son sujet l'an prochain que l'année dernière, donc que le gardien soit vraiment sollicité au minimum. Bon, on va pas mettre non plus chaque but sur le dos du gardien. Parfois,
des buts où tu peux rien. Tu es des prix à bout portant, ou bien Oui. c'est la défense qui est battue et voilà, tu peux rien faire. Et malgré Non, tout, mais tu auras t'inquiète pas, toujours ce Canal+, climat de ils vont faire suspicion. des Canal+, ils Et vont ouais, faire mais tu auras toujours des plans serrés sur Donnarumma s'il est sur le banc ou Navas inversement, quoi. t'auras ça et tu auras toujours la suspicion de dire si c'est Donnarumma dans les cages qui se prend un but, ah, c'est là avec Navas, on l'aurait pas pris, et inversement. C'est extrêmement difficile à gérer. C'est pour ça que une concurrence durant l'année, c'est quasiment impossible. Il faut d'emblée répartir soit les compétitions, soit une hiérarchie, mais le faire a priori, c'est-à-dire ne pas laisser les événements au cours d'une saison la dicter pour toi. Enfin, je pense que ça serait assez dangereux. Et effectivement, enfin, moi, je vois pas de scénario dans lequel Navas ferait l'ancien et qui accueillerait tranquillement son, Tu vas, son, son cadet, tu vas qui lui ferait un peu cracher dans le le sandwich conseiller. merguez, c'est tout, quoi. Non, non, c'est ça, il va se battre pour sa place et c'est normal. On parle de deux compétiteurs de très haut niveau. Navas qui a gagné des champions, en plus qui a galéré pour se faire sa place, hein. Il vient d'un petit pays d'Amérique centrale. Certains disent que c'est le plus grand joueur de l'histoire de l'Amérique centrale. En tout cas, c'est une fierté, hein, pour les pays de cette région d'avoir eu un joueur comme ça titulaire du Real Madrid qui gagne des Ligues des Champions. Enfin, il est parti vraiment de très bas pour se faire sa place et Mais pour tu peux aller arriver. encore plus vite, Mathieu, c'est le plus grand gardien de l'histoire du PSG. Peut-être Oui, pas en en plus, termes mais. de prestige historique parce que Lama c'est quelqu'un, mais en termes de niveau pur, on n'a jamais eu un mec comme lui au PSG. Et au-delà de ça, je disais ça pour dire qu'il venait vraiment d'en bas, qu'il a galéré pour se faire sa place. Et maintenant qu'il y est, il n'y a aucune raison que ouais, j'ai vécu. Enfin, qu'il fasse un peu comme Buffon quand il est là, quoi. Que Buffon qui avait vécu déjà mille choses et que il pouvait prendre un peu Areola sous son aile et se satisfaire de ne pas jouer certains matchs. Navas, il sera jamais dans cet état d'esprit-là et c'est complètement légitime. Donc voilà, toute la question, c'est de savoir comment tu gères ça maintenant, sachant que, voilà, comme on l'a dit un peu tout à l'heure, si Donnarumma est pas titulaire ou s'il joue vraiment que les matchs en bois, ça va forcément gronder en Italie et tu auras des articles en Italie pour dire que Pochettino comprend rien, à quoi ça sert, à quoi ça sert que le PSG l'ait pris. Euh, c'est vraiment une question qui va être difficile à trancher, mais dans le même temps, tu vois assez bien la logique du PSG et plus globalement la stratégie de mercato qui a été celle du club pour le moment, c'est de dire que voilà, tu profites de la levée du fair play financier ou de la fin des restrictions vraiment fortes pour te construire pour prendre un avantage compétitif, pour prendre le maximum de bons joueurs sur le marché, même si ça ne correspond pas à tes besoins à court terme, pour t'assurer un peu la compétitivité de l'équipe à plus moyen terme. Et Donnarumma, ça répond entièrement à cette logique-là, mais avec les effets désagréables de la concurrence et de la compétition qu'il faut gérer à très court terme, sachant que, enfin, honnêtement, il n'y a aucune bonne solution. La logique, enfin, peut-être que je ferai comme Omar, installer Donnarumma, faire un peu ce qu'a fait les Real quand ils prennent Courtois